Émission Kitoko Oyaba Namboka qui va mettre tout le monde en accord. Restons tous connectés sous la fréquence 107.5 depuis chez vous ou ailleurs. Et le rendez-vous de la jeunesse responsable. Le rendez-vous de la jeunesse responsable. Soyons de ceux qui se responsabilisent. Émission juvénile, celle des leaders, pas de ceux qu'on mène, plutôt des meneurs. Notre challenge, c'est d'être meilleur. Banal de rendez-vous et nulle part ailleurs. C'est parce que nous y croyons que nous donnons tout pour y arriver. Rejoins-nous dans ce défi, car l'avenir c'est toi, c'est lui et c'est nous. By night, c'est la jeunesse responsable. Le rendez-vous de la jeunesse responsable. Voilà pour la jeunesse. By Night, jeunesse responsable. Vous souhaitez participer à l'émission? C'est simple. Envoyez-nous votre biographie ou votre CV au numéro suivant. Envie de nous adresser votre avis, témoignage ou contribution? Un seul contact. 06 655 73 65 ou sur notre page Facebook By Night Émission /facebook.com. C'est l'histoire d'un jeune homme d'à peine 29 ans qui n'a que peu d'appétit pour la lecture jusqu'à ce qu'il tombe comme par hasard sous les 3 contes de Flaubert qui deviendra désormais son écrivain préféré à changer sa vie. C'est l'histoire d'un jeune homme de 29 ans qui affirmera sa plume en s'adonnant au slam et à la comédie, sans oublier l'écriture de nouvelles, preuve de sa détermination à s'installer dans la cour sacrée des grands hommes de lettres. Une aventure qui débutera dans un débit de boisson, et pas n'importe laquelle, la très célèbre cave 72. Tu diras certainement, le Congo a le mérite de n'avoir jamais perdu ni son envie, ni sa joie de vivre, au dépit de toutes ces rumeurs. Ah ben oui, pas faux, puisque l'évangile prêché dans ce carré pas plus grand qu'un salon va résonner jusqu'à des kilomètres, à mériter un prix RFI Voix d'Afrique. Que dans le secret de cette réussite s'invite By Night, qui a l'honneur de recevoir ce jour ce personnage désormais instable. Les pieds tantôt dans la cave 72, tantôt enracinés chez JC Lattès en France. Mesdames et messieurs, sous vos applaudissements, j'ai envie de faire vous comprendrez pourquoi. Fanatiki et dans By Night, sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Le commerce de Maman Nationale prospérait au quartier PK, sur l'avenue d'Asia fallacieusement bitumée, du côté où se trouvait un lent chapelet de troquet. La rive de Pandore l'avait tant nommé. Chaque bar élevait une enseigne qui semblait inspirée par la numérologie. Bar 99, bar 100-1, bar Q7, bar 1 plus 1 égale 2100, bar LAN 4, bar. Faire du chiffre prenait tout son sens sur l'avenue. La cave de Maman Nationale avait une enseigne majestueuse. Cave 72, chez Maman Nationale, pouvait-on lire. Lorsqu'un client l'interrogeait au sujet du 72 rutilant sur son enseigne, elle se raclait d'abord la gorge avant de répondre. Parce que je viens de loin. Ainsi entamait-elle son histoire que tous les clients assidus récitaient au mot près. Ils savaient que la vente des beignets fut le départ de son ascension. Faire crédit aux jeunes étudiants avait aidé à forger son succès. Lorsque ses économies avaient atteint un montant à 7 chiffres, elle avait décidé de se reconvertir dans la vente d'alcool. Elle avait racheté une cave, l'avait rebaptisée du nom de cave 72. Ce nombre était pour elle un symbole de victoire. En 1972, année bonheur, le pays avait ramené la Coupe d'Afrique du Cameroun. Passer de marchande de beignets à tenancière de bar était pour elle une victoire sur l'impossible. Fanatiki. Fanatiki, bonjour et bienvenue dans By Night. Bonjour Yann Orion et merci. Comment tu t'es senti tout à l'heure? Bah, comme un rossignol au printemps. C'est magnifique. J'adore, mais c'est beau d'être avec les littéraires. P comme Pointe-Noire, P comme Ponton Label. Que représente Pointe-Noire dans ton parcours? Pointe-Noire représente d'abord la ville où tout a commencé. Et quand je dis tout,
Donc ça va au-delà de ma simple naissance. Ça, puisque j'ai connu plusieurs naissances ici à Pointe-Noire, donc on va dire cette naissance-là, physique et charnelle, aussi ma naissance en tant qu'artiste, puisque c'est ici que j'ai fait mes premiers pas dans le monde de l'écriture, donc notamment dans le slam. D'abord, c'est ici à Pointe-Noire que j'ai eu à rencontrer pour la première fois la lecture. Et donc quand je dis lecture, parce que oui, je lisais des BD et tout ça, mais c'est pas vraiment là. C'est pas de la littérature en fait. C'est pas de la littérature. Et donc ma rencontre avec la littérature se passe justement à Pointe-Noire. Donc Pointe-Noire pour moi incarne le lieu de plusieurs de mes naissances. De plusieurs de tes naissances. Très tôt, votre père vous laisse pour l'au-delà. Allez, comment tu vas donc traverser cette frontière pour l'adolescence quand on a pour capitaine maman? J'ai presque envie de dire que c'est formidable. Et là, je pense que mon père se retournera un peu dans sa tente. Mais en fait, c'est formidable. Pourquoi? Parce que ça m'a permis, moi, de constater déjà la force de ma mère. De ta mère. Voilà. Parce qu'il y a... Quand on vit dans un certain équilibre, quand il y a papa, il y a maman, et on a tendance à ne regarder que la force de papa. Et généralement, on affecte tous les travaux de maman dans tout ce qui devrait être normal ou dans tout ce qui est logique. Donc, et réaliser toute cette force-là de ma mère, pour moi, a été aussi un grand symbole. Et d'ailleurs, c'est pourquoi je tenais aussi, d'une certaine manière, à louer toutes ces femmes-là qui réussissent à prouver qu'elles sont fortes. Et grâce au personnage de Maman Nationale dans Cave 72. Dans Cave 72. Effectivement, adolescent, nous y sommes, voilà, 17 ans. Vous aimez l'école, tu l'as dit d'entrée, mais très peu la lecture. Voilà encore un détail important. Et pour te délivrer de ce syndrome-là, sinon j'ai presque envie de dire de ce sortilège, il y aura donc les 3 contes de Flaubert. Explique-nous. Alors, j'aime bien raconter cette histoire. Alors, tout commence par l'ennui. Et heureusement qu'il y a quand même l'ennui aussi, parce que sans l'ennui, je n'aurais pas eu le courage d'ouvrir... d'aller découvrir Flaubert. Voilà, d'aller découvrir Flaubert, d'autant plus que ça faisait 2 ans que je dormais dans cette chambre-là, donc je partageais mes nuits, mes réveils, mes journées, avec une commode qui était tout juste en face de mon lit. Donc dès que je me levais, et tout de suite mes 2 yeux tombaient sur cette commode-là. Et pendant 2 ans, nous étions là, on cohabitait, mais on ne se connaissait pas, on s'ignorait. Et donc un jour, poussé par l'ennui, je décide d'essayer de connaître un peu quel en était le contenu. Donc j'ouvre un tiroir et je tombe sur un gisement de livres. Bon, tous volumineux, hein, très impressionnant, très imposant. Et je me dis, bon, je vais quand même fouiller dans le tas, on peut toujours trouver un petit bouquin. Des livres qui appartenaient à papa, à maman? Je ne sais pas à qui appartenaient ces livres, mais certainement à mon aîné, puisque avant moi, comme locataire, mon aîné avait partagé aussi la même pièce. Donc, je pense que ça a été à mon aîné. Et donc, je fouille dans ce gisement de livres, je tombe sur un tout petit bouquin, vraiment un tout petit bouquin. Et je me dis, bon, celui-là, je vais me le faire en 1 heure ou 2 heures, c'est bon. Et je commence par lire donc il s'agit bien sûr des 3 contes de Gustave Flaubert. Je lis la première nouvelle, Un cœur simple, et là ça me touche. Et d'ailleurs, c'est une histoire qui a été adaptée au cinéma. Et je lis donc la 2e nouvelle et la 3e. Et là, je me laisse vraiment emporter par le talent de l'auteur. Et je décide de chercher des livres, en disant d'autres de ses œuvres, en fait. Et je tombe sur Madame Bovary. Et quand je lis Madame Bovary, en fermant le bouquin, et je me dis, ça, c'est un chef-d'œuvre. Et le monsieur est un génie. Et du coup, à partir de là, j'avais fait de lui mon auteur préféré. Et j'avais donc fouillé un peu dans sa vie, essayé de tomber un peu sur ses correspondances. Et c'est là que j'avais appris qu'il avait une très bonne relation avec une écrivaine de renom aussi, George Sand. Et qu'il appelait George Sand maître.
Donc, et qu'il y avait aussi pas mal d'autres amis, comme Goncourt. Goncourt ici était son ami. En tout cas, au-delà de Goncourt, il y avait aussi Guy de Maupassant, qui l'a initié aussi dans l'écriture. Donc, j'ai tellement appris beaucoup de choses sur lui que finalement, j'ai commencé à faire de lui un modèle en écriture. Parce qu'au-delà du talent, il y a aussi cette exigence-là qui émane vraiment de son travail. Et de ses habitudes aussi. D'ailleurs, dans ses habitudes, il y a ce qu'il appelle le gueuloir. Donc le gueuloir était une pièce chez lui où il lisait à haute voix ses manuscrits, et ça lui permettait tout de suite d'avoir le temps, le rythme, de savoir un peu si la phrase résonnait bien. Et donc je m'étais inspiré aussi de ça. Donc en écrivant CAF 72, j'avais transformé mon petit studio en gueuloir. Et là je gueulais et je dérangeais les voisins. Les voisins. Voilà. Mais c'était pour la bonne cause. C'était pour la bonne cause. Est-ce qu'à ce moment-là, quand tu es face à Flaubert, face à l'œuvre de Flaubert, tu t'imagines désormais, tu es dans ce puits, te disant, alors la littérature est un puits qui n'a pas de fin? La littérature n'aura jamais de fin. Et peut-être qu'elle n'a jamais eu de début. Mais en tout cas, on va dire que c'est un espace qui est très profond, qui est très grand, et aussi qui est très accueillant. Parce que la littérature ne s'arrête pas qu'à l'écrit. La littérature va au-delà de l'écrit, parce qu'il y a des sentiments, il y a des émotions, il y a nos pensées, il y a notre être, il y a l'humain dans la littérature. Et ça, c'est très important, on ne devrait pas l'oublier. On ne devrait pas l'oublier. Et si je t'ai emmené par là, c'est pour... Je voulais que tu décroches un mot qui n'est finalement pas arrivé, mais moi je sais où l'avoir, je sais où l'attraper. Moi je le sais, voilà, je vous le dis. Les âmes sensibles aussi le savent. En parlant de littérature, voilà, surgit le plus simplement possible le mot sacré pour toi, Fan. Et effectivement, on ne blague pas avec la littérature, hein, c'est quelque chose de sacré, tout comme le statut d'écrivain. Et c'est pourquoi, jusqu'ici, je ne me considère pas comme étant écrivain. Tu ne te vois pas écrivain. Je suis romancier. Pour moi, ça s'arrête là. Je suis romancier. Parce que, tout petit déjà, l'écrivain incarnait... on va dire un certain démiurge, donc un gars qui créait, qui avait un certain pouvoir, qui connaissait tout, qui avait réponse à tout et qui parlait forcément bien, avec pas mal de fantaisie quand même dans son langage, mais au moins qui s'exprimait bien, avec éloquence, qui était charismatique. Tu n'en as pas, toi ? Je sais pas, en tout cas c'est aux autres d'en juger. Je sais pas si je connais tout, mais ce qui est vrai c'est que je suis pas mal ignorant. Et donc moi face à tout ça, je me dis que c'est assez osé quand même de prétendre être écrivain, d'autant plus que ça ferait de moi le collègue de Flaubert, de Dangala, d'Alem Abankou, de Tivélé plutôt. Voilà, ça prouve que j'ai des lacunes. Voilà. Non mais pas du tout. Tu as utilisé un mot tout à l'heure, c'est osé. Tu le trouves assez osé. Est-ce que ce n'est pas ce qui manque aussi, être un peu plus osé, voilà, dans sa façon de faire, pour finalement atteindre cette échelle-là, pour finalement te mettre peut-être pas au même niveau que ces aînés-là, mais au moins être pas trop loin de ces aînés. Ouais, il y a mon vieux père Gauze Armand qui disait qu'un artiste, d'une certaine manière, doit être hautain. Voilà, parce qu'un artiste qui n'est pas hautain, qui fait dans la fausse modestie, c'est un businessman. Voilà, c'est un businessman et qu'un artiste doit apprendre à s'affirmer. Et oui, on a besoin de ça, on a besoin d'oser, on a besoin de s'affirmer, mais on a aussi besoin d'humilité. Parce que non seulement s'apprécier de la gloire, parce que dans tous les cas, est-ce qu'on a vraiment besoin de gloire dans l'écriture? Je ne sais pas. Est-ce qu'on a vraiment besoin de ça? Mais l'humilité ici permet surtout d'atteindre les cœurs des gens. Et donc, c'est un état qui est très important. Et savoir se mettre à sa place aussi est déjà un premier pas vers une certaine grandeur. Tout de suite, quand on se met à une certaine hauteur, on peut ou ne pas avancer. Et on a des chances de ne plus avancer parce qu'on se dit j'ai atteint le sommet. Par contre, quand on se considère toujours bas et quand on se dit qu'on peut encore donner au monde, qu'on a encore tant de choses à apprendre et à donner au monde, forcément on progresse et forcément on évolue. J'ai envie de dire, plus on est humble, plus on atteint les cœurs. Exact. Ça peut marcher? Ça marche, et c'est la vérité.
C'est la vérité. Tu ne penses pas que je vais faire également roman? Tu ne penses pas? Je crois que tous les Congolais ont cette capacité-là d'écrire des romans. Et d'ailleurs, tous on le fait déjà. La preuve en est quand on raconte nos histoires ou encore mieux, les actions de foot. Comment est-ce qu'on y met des commentaires? C'est à la limite, ça frôle de la littérature orale parce qu'on est vraiment porté dans le détail, dans l'action, il y a tout, il y a les émotions, il y a les sentiments, il y a la sensation, et ça on le fait à l'oral. Donc si on le fait bien à l'oral, pourquoi pas à l'écrit? J'allais prendre des cours chez mon ami Ange, ça c'est sûr. La tête, les mains, le corps, tu baignes dans le sacré désormais, dans cet univers littéraire. Tes premiers pas, bizarrement, c'est dans une cave que tu vas les faire. Sinon, bizarrement, voilà, je l'ai dit, pourquoi choisir une cave pour démarrer son aventure pour un univers sans fin? L'alcool? Non, pas l'alcool, pas l'alcool, quoique ça solidifie des liens. Oui. Comme dirait un ami, autour d'une bière, on découvre ses frères cachés. Oui. Voilà, donc... voilà oui, mais... voilà des choses. Ah ouais. Non, mais tout simplement parce que dans un bar... En fait, la révolution passera par les bars. Pourquoi je le dis? Parce que les bars sont les seuls espaces où il nous est permis encore de penser. À l'école, on ne pense plus. Dans les universités, on ne pense plus. On nous dicte des choses et on nous demande de répéter mot pour mot ce qu'on nous a dicté. Dans les églises, déjà, la pensée est défendue parce que c'est Amen. C'est oui, Amen, c'est vrai. C'est ça. Alors que dans les bars, il y a cette joute-là de pensée, de critique, d'analyse. Il y a des gens qui réussissent à refaire le monde et sur plusieurs dimensions. Il y a des aînés qui sont passés par, on va dire, une forme de solennité, réussissent à partager leurs connaissances aux plus petits, et ça se fait vraiment de façon banale, de façon normale, quoi. Ça glisse dans la vie, ça glisse dans le monde, ça glisse dans le quotidien. C'est normal de voir un aîné passer, écouter des jeunes raconter des conneries, et puis leur dire non mais les enfants c'est pas ça l'histoire, écoutez. Et ça se fait dans les bars. Et donc et les bars sont également les seuls espaces où nous pouvons critiquer le système sans avoir à craindre qui que ce soit ou quoi que ce soit, parce que le bar justement nous protège un tout petit peu. Et on a comme l'impression, on se dit ouais, ça paraît comme vérité, mais dans le fond ce n'est pas vérité, du simple fait que l'homme se trouve dans une autre sphère. Qui dit bar dit alcool, et qui dit alcool dit pensée erronée, quoi. Oui, ouais, mais qui dit aussi profondeur, parce que c'est ça en fait. C'est ça. Puisque l'éthylisme, en vrai, nous rapproche tout simplement de Dieu. C'est ça. Quand on est dans un état d'éthylisme, voilà, donc on est proche de Dieu d'une certaine manière. Et c'est pourquoi il y a une expression qui dit planer. Et donc quand on plane, on atteint les hauts. Voilà. Donc ce n'est pas pour rien. Et donc le bar est quelque chose de très symbolique pour moi, de très important, puisque c'est dans les bars que j'ai eu à m'instruire, à développer ma petite culture générale. Et j'ai beaucoup appris dans les bars, j'ai beaucoup discuté de littérature dans les bars. Et justement, ce roman m'a été inspiré dans un bar. Dans un bar, carrément. Voilà. Et tes passages dans ces bars, c'est avec eau ou avec alcool déjà? Quand même, si j'ai envie de boire de l'eau, je le fais chez moi. Mais non. Mais voilà, enfin, nous y sommes. Avant d'évoquer le personnage même, la ténoncière de ce milieu, un chiffre résonne, cave 72, numéro 72. Qu'est-ce qu'il enseigne? Alors, comme dit tout à l'heure dans l'extrait de la lecture, le 72 ici représente... C'est un symbole de réussite, puisque justement en 72, donc on a remporté la Coupe d'Afrique des Nations. Voilà, donc ça a été un moment où c'est vrai qu'en politique c'était assez houleux. Oui, mais non, cet événement-là avait réussi quand même à concilier tout un peuple. C'est vrai, et à susciter de la joie, de l'espoir, un bonheur, et donc de la réussite. Et donc 72 ici incarne justement cette possibilité de réussir.
Ce qui a été le cas pour Maman Nationale. Exact. Qui très nostalgique aussi. On a eu un passé un peu plus difficile, mais qui au final a terminé sur une Coupe d'Afrique des Nations, qui est donc sa cave 72. Exact. Bah, cave 72, en tout cas, sa cave, pour elle, c'est un trophée. Pour elle, c'est un trophée qu'elle réussit à brandir avec, on va dire, beaucoup d'amour et aussi beaucoup d'orgueil, puisque l'enseigne même est très, c'est une enseigne qui est très lumineuse et qui est là en grand, et tout le monde passe et lit 72, et pour elle c'est une fierté. C'est une fierté. Et ce qui va s'en dire au travers de cette cave, ce sont des vérités. Bon, vérité, je ne sais pas, mais en tout cas c'est de la fiction. Voilà. Donc il ne faudrait pas oublier que c'est de la fiction. Oui, alors, une vérité dans la fiction, quoi. Ben, peut-être, mais en tout cas, dans cette fiction-là, pour les personnages, pour le narrateur qui justement raconte cette histoire-là, c'est vérité. Et pour moi, l'auteur, c'est de la fiction. Voilà. Donc il faut savoir prendre de la distance aussi. Et je te sais très prudent. Qu'est-ce qui se dit? Qu'est-ce qui se dit dans cette cave? Bah, il se dit énormément de choses. Il y a des gens qui parlent on va dire, qui font des débats sur Werrason et JB Mpiana, sur Cristiano Ronaldo. Jusque-là, c'est normal. Jusque-là, c'est normal. Il y a... oui, après, ça va au-delà, quoi. C'est là où je veux qu'on y arrive. Et moi, je veux pas. Et lorsqu'on va au-delà, comment réagit Maman Nationale? Ben, tout simplement bien. Parce que pour elle, puisque c'est un espace où les gens sont libres de penser, et elle, justement, elle encourage à cette liberté d'expression. Et donc, c'est un endroit où il y a des projets qui se construisent, qui se conçoivent. Malgré tout. Malgré tout, il y a des projets qui se conçoivent, il y a de l'espoir qui se communique, il y a de la bonne humeur qui se partage. Et elle, quand elle constate tout ça, ben, elle est tout simplement contente. C'est vrai c'est la maîtresse des lieux, oui, mais elle est comme Dieu en fait. Elle est comme Dieu dans le sens où elle respecte le libre arbitre en fait de sa création. Et Maman Nationale, elle est vraiment observatrice et elle sait défendre, elle sait protéger quand il le faut. Et donc, elle n'est pas du genre à imposer, à être dictatrice, non, ce n'est pas du tout dans sa nature. Le client reste roi. En tout cas, le client reste roi, et pas que le client, et même ses employés aussi, parce qu'elle traite ses employés avec beaucoup de respect et donc avec beaucoup de dignité. Donc, c'est une femme qui est très humaine. Madame, messieurs, nous y sommes. Les deux pieds dans la cave 72 pour aller forcément se mettre à l'oreille, sinon à la bouche de ceux qui viennent plus ou moins critiquer. C'est ce qu'on va écouter dans cet extrait fanatique. Verdas, Ferdinand, Didi et Stéphane avaient cassé le stylo 2 années après le bac. L'unique diplôme qui pesait encore un peu en ce temps-là. Ils le brandissaient tel le Graal. Les 2 années à l'université nationale avaient ressemblé à une mésaventure. Une dramatique perte de temps. Ils en parlaient comme d'une virée en enfer. Un sacrifice qu'ils consentiraient à refaire uniquement si Emmanuel Dangala se voyait décerner le Goncourt ou le Nobel. Aux explications qu'on leur réclamait, ils disaient « Parce que l'administration de l'Université nationale est un vrai bordel organisé avec brio, parce que le corps enseignant est d'une éthique plus que douteuse, parce que les méthodes pédagogiques sont telles qu'on y forge plus d'abrutis que d'élites, parce que nous refusons catégoriquement d'épauler l'incompétence des administrateurs de l'Université nationale, parce que les docs contribuent à la régression de l'intelligence des étudiants, parce que ce pays ne mérite pas notre intelligence, parce que de toutes les manières, nous n'aurons pas besoin d'université tant que nous aurons nos livres pour apprendre ce que nous voulons apprendre du monde. » De toute évidence, il leur échappait que dans ce monde, décrocher un emploi décent n'est possible qu'à condition d'endurer 3 années ou plus de GN à l'université ou autres institutions équivalentes, à moins d'être le fils ou le neveu de quelqu'un. Dommage qu'ils ne fussent ni les fils ni les neveux de personne. Mesdames, Messieurs, nous étions le temps d'une page dans le secret de ce qui se dit ou de ce qui s'est dit dans la cave 72. Je dois rappeler que ce n'est que de la fiction. Nullement de mauvaise interprétation. Nous sommes dans la fiction de ce qui se passe dans la cave 72,
géré par Maman Nationale. Ce qui est formidable et ce que nombreux relèvent, ces hommes de lettres, encore ces critiques littéraires, c'est votre façon à aborder certains sujets dont on a mal à dire, sinon dont on n'a pas l'aisance de pouvoir évoquer, et que vous manipulez en ayant utilisé une technique qu'utilisait certainement, qu'a utilisé Zao, Casimir, l'humour, pour pouvoir mieux dire les choses. Encore là, on se rend compte combien se mettre à l'écriture et au slam a été très important dans l'écriture de ce roman. Et oui, et ça prouve d'ailleurs ce que j'ai dit en amont, en disant que la littérature, qu'on trouve de l'humain dans la littérature, effectivement, parce que l'humain est caractérisé aussi par plusieurs de ses capacités, dont l'humour. Et ça, c'est très important quelquefois de savoir parler des choses atroces ou d'événements assez blessants, mais avec une dose d'humour, parce qu'il faut savoir aussi faire avaler la pilule amère. Surtout ça. Et c'est ça aussi le travail d'esthétique, parce que quand on parle de roman, c'est différent de la rédaction. Tout à fait. Tous, nous pouvons rédiger, voilà, on peut faire une rédaction, ça, il n'y a pas de souci. Mais est-ce que tous sommes capables d'écrire un roman? Parce que le roman relève de l'art. Et associer de l'humour à une discipline comme le roman, c'est déjà faire preuve d'une certaine esthétique. Et ça, c'est très important dans la conception même d'une œuvre. Et donc, dans la conception de ce roman-là, il fallait vraiment qu'il y ait une bonne dose d'humour pour pouvoir parler de certaines choses, de certaines vérités, sans pour autant blesser. Parce qu'il est aussi de mon devoir à moi de rappeler un bon nombre de choses. Et là, je sais que vous vouliez que j'en parle, et maintenant je vais en parler. Voilà. On a connu des moments très difficiles, et jusqu'aujourd'hui, ce sont des moments que nous n'oublions pas, qui restent là dans nos têtes et dans nos cœurs. Donc je parle bien sûr de l'événement de 97, qui après a accouché aussi de pas mal d'autres horreurs. On dit que oui, il y a eu la guerre de 97, de 98, et que ça s'est arrêté là. Et moi, je pense vraiment, en prenant du recul, je pense que 97 s'est étendu jusque dans les années 2000. Et pourquoi ça s'est étendu jusque dans les années 2000? C'est parce qu'au bout d'un moment, il y a ce traumatisme-là qui perdure. Et jusqu'à présent, en fait, il suffit tout simplement de parler avec un n'importe quel Congolais, du moins celui-là qui a vécu ces moments atroces. Parler de ça avec eux, c'est remuer le couteau dans la plaie. Et tout de suite, on le voit, soit par les yeux qui tout de suite s'humidifie, soit dans le regard, dans le regard, dans le timbre de la voix. Voilà. Exact. Donc il y a forcément une réaction qui montre et qui prouve qu'ils ont du mal à parler de ça. Et en même temps aussi, il faut louer la force des Congolais. Parce que malgré ce traumatisme, on réussit quand même à garder le sourire. On réussit à esquisser un sourire. On réussit à trouver la joie de vivre. On réussit à être heureux. Et je dis bien être heureux parce que c'est un état en fait. C'est un état. Et on réussit justement à entrer de plein pied dans cet état-là. Et ça, c'est encouragé. Il y a cette résilience-là, cette capacité à s'adapter qui est à encourager. Et je tenais vraiment d'une certaine manière aussi à louer cette force-là des Congolais qui réussissent à surpasser un certain nombre d'événements, à surpasser un traumatisme et à vivre dans le bonheur et dans la joie. Et je tenais vraiment à rappeler tout ça, et sans pour autant provoquer des douleurs. Sans pourtant provoquer des douleurs. Je n'ai pas envie d'aller au bout de ce livre, simplement parce que je veux que les Congolais s'en approprient, essaient de comprendre si Maman Nationale arrivera jusqu'à la fin, si la CAF 72 résistera. Est-ce que les autorités habilitées, bien sûr, ne finiront pas par se lasser de ce qui se dit ou continue à se dire dans cette cave? Que je vais laisser ce suspense-là planer. Je ne sais pas si c'est poli. Voilà. Qu'est-ce que tu en penses? Voilà, on va laisser, comme disait... Mais je pourrais rajouter et préciser quelque chose. Oui. C'est que le roman ne parle pas que de ça. Tout à fait. Voilà, donc en fait, c'est juste une digression qui
qui est là pour donner un temps à l'histoire. À l'histoire. Voilà, mais ce n'est pas un roman. Oui, c'est un roman politique dans le sens où c'est un roman qui encourage la jeunesse à se prendre en main, qui loue cette jeunesse, comme dirait Sony. C'est ce qu'on doit donc retenir de l'essentiel du message. Oui, de l'essentiel. Et c'est justement ça, puisque il s'agit des jeunes qui débattent, qui parlent et qui se posent mille et une questions, dont la question sur la réussite. Il s'agit surtout de ça. Et donc, c'est des jeunes qui se demandent c'est quoi réussir en fin de compte. Est-ce que c'était le cas pour toi aussi à un moment? T'interroger sur si tu vas vraiment réussir dans ce pays. Désormais, la tête entre le marteau et l'enclume. Ici, je vois le marteau, la crise économique, l'enclume, qui est donc la pandémie à Covid-19, qui n'arrête pas de serrer l'économie une fois encore. Oui, je pense que pour répondre à cette question, il faudrait vraiment organiser une nuit des idées, parce que c'est vraiment philosophique, cette question-là. La question de la réussite, elle est hyper profonde, parce qu'après, on va se poser la question, c'est quoi réussir? Est-ce que c'est gagner des millions? Est-ce que c'est trouver un emploi? C'est trouver un emploi? Est-ce que c'est travailler dans le pétrole? Est-ce que c'est travailler derrière un bureau? Est-ce que c'est faire ce dont on a toujours voulu faire? Voilà, ce dont on aime beaucoup. Est-ce que c'est ça, réussir? Moi, de mon point de vue, en tant qu'humain, en tant qu'homme, parce que j'ai le droit d'avoir un point de vue, tout à fait, je pense qu'on peut avoir plusieurs réussites. Et pour moi, CAV 72 est l'une de mes réussites. Parce que j'aime écrire, je voulais produire un roman. Voilà, c'est fait, c'est réalisé. J'ai réussi quelque chose dans ma vie. Maintenant, je ne sais pas si j'ai réussi dans la totalité. Dans la totalité, je ne sais pas, mais j'ai réussi quelque chose dans ma vie. Comment il a été perçu dans le milieu hors littéraire, voilà, de plus ou moins du politique? Bon, déjà, ce qui est bien, c'est qu'ils n'en parlent pas. Mais cela ne veut pas dire qu'ils ne l'ont pas lu. Bon. Silence cache beaucoup de choses. Ouais, mais jusque-là, si on ne voit rien, c'est que la chose n'existe pas pour le moment. Voilà, donc je pense une crainte bleue, noire, blanche. Je n'ai pas peur, il n'y a aucune crainte, parce que, comme je l'ai dit, déjà c'est une fiction. Et il n'y a pas de mensonge, il n'y a pas d'insulte. Je ne m'en prends pas à un régime, non. Tout à fait. Ce n'est pas politique, c'est pas un roman qui traite de la politique. C'est un roman qui encourage tout simplement les jeunes à continuer de se chercher, à garder l'espoir, et c'est ça. Donc, et c'est un roman très drôle aussi, qui a pour vocation de distraire, en plus de conduire vers un questionnement. C'est un roman qui a aussi pour vocation de distraire. Donc, non, je n'ai pas peur. Je pense plutôt qu'en lisant ce roman-là, si jamais ils venaient à le lire, qu'ils applaudiraient beaucoup, qu'ils riraient beaucoup, et je pense qu'ils feraient des posts très intéressants sur Facebook, ou qu'ils feraient des communiqués pour aduler le pauvre auteur que je suis, pour m'encourager, pour faire toute une promotion sur moi, parce qu'ils auront compris que c'est une valeur sûre, fanatique, voilà, et que le Congo est une puissance culturelle, qu'il faut encourager les jeunes. Et donc j'en profite aussi de rappeler que ça fait 5 ans quand même qu'on ramène des prix à la maison, et ce dans la culture. Ça fait 5 ans. Donc dans la musique, dans le conte, dans la peinture, ça fait 5 ans quand même. Et ce qui est bizarre, c'est que la culture est parent pauvre. Donc on fait comme si vous n'avez jamais rien ramené à la maison. Bon, mais au moins à l'extérieur, on nous applaudit, on nous encourage et on reconnaît ce talent-là. Ouais. Et moi, je n'ai qu'un souhait, que s'il tombe vraiment entre les mains du politique, si les politiques arrivent à lire ce livre, à entrer dans cette CAV 72, ce ne serait pas pour arrêter ceux qui arrive à dire certaines vérités qu'ils croient être vérités, mais plutôt à conjuguer avec ces derniers pour enfin comprendre ce malaise non dit. Ça pourrait peut-être servir de leçon, peut-être servir d'orientation, ou peut-être servir même de nouveau départ, d'autant plus que nous avons pour maladie de ne point nous interroger. Ça aussi, c'est quelque chose. Savoir ou connaître, savoir nous remettre en question pourrait être ce déclencheur que pourrait provoquer ce livre CAV 72. Nous continuons tout doucement, nous abordons le dernier virage, et j'ai une amie qui, pendant des mois, a été nôtre, voilà, dans My Night,
au travers de ces analyses et ces questions tordues, qui désormais est sur l'île, comment on appelle ça déjà? Ah, chypriote, voilà, elle est à Chypre depuis quelques semaines déjà, et elle nous a dit qu'elle aimait By Night, qu'elle ne pouvait ne pas être avec nous, bien que la distance, voilà, on va désormais la conjuguer sur cette distance-là, mais elle nous a dit, via les réseaux sociaux, via Internet, elle reste, elle demeure. Elle s'appelle Frida NG, et elle a pensé t'offrir une analyse depuis Chypre. On va l'écouter, et ça donne ça. L'analyse et les 5 questions tordues pour Fan Atiki. J'espère que tu es prêt. La force des mots, il a su les trouver lorsqu'il a familiarisé avec lui-même pour ressortir le meilleur de ce qu'il est. Son sens du devoir, non seulement envers son être, mais aussi et surtout envers sa patrie, fait qu'il soit ce génie qu'il est aujourd'hui. Il est né au cœur même d'un Congo ferme, celui-là qui ne nous ouvre que momentanément les bras pour qu'on fasse l'essentiel avec ce qu'on a. Comme dit-on, c'est à prendre ou à laisser. Voilà ce à quoi ressemble parfois la terre rude sur laquelle nous foulons les pieds. Le roman qu'il nous offre met tout simplement en exergue le rêveur passionné qu'il est. Lui, qui autrefois se cachait dans son monde culturellement slam, a déversé toute sa rage dans la cave 72, qui est une œuvre d'art. On aime la beauté des mots et la vérité qui s'y trouve derrière. L'auteur, qui n'est autre qu'un enfant du pays, a su briser les tabous autour de lui. Il a fait en sorte que les rêves, aussi fous soient-ils, peuvent se concrétiser. Ce n'est qu'une question de volonté et FT nous l'a démontré. Cet écrivain, c'est Fan Atiki, jeune de son âge mais brillant par sa plume, car oui, écrire, c'est aussi de l'art. Lui, qui partage avec ses personnages un certain rapport à la subversion, a conquis le cœur de bien des gens. À ces mots modestes, j'associe ma voix à celle du peuple pour dire merci à ce grand homme jeune pour son œuvre. Fan, tu es un rayon de soleil pour la jeunesse congolaise. C'était l'analyse avec... Voilà. Ça reste Frida NG, hein, de là où elle est, peu importe la distance. Ça reste Frida. Et comment tu trouves, toi? Bah, il m'en faut pas plus pour tomber amoureux. Hein. Surtout qu'elle n'est pas encore mariée. Oui, tomber amoureux tant de la personne que de ses écrits, aussi de sa façon de penser. Encore là, une littéraire en devenir. Ouais, et ça se sent dans sa façon d'évoluer dans la critique, parce que ce qu'on oublie, c'est que même dans une œuvre critique, il y a la notion d'évolution. Il faut avancer, il faut progresser dans ses idées. Et ça, elle le fait très bien, et elle part d'un point à un autre, et on sent tout de suite une évolution, et ça avance. En fait, elle ne revient pas tout le temps sur les mêmes choses. Et aussi, dans la construction, elle sait bien, en fait, agencer les qualificatifs, les compliments et tout. Et ça c'est très bien. Il est rare, en fait, de tomber sur sur des critiques construites de cette façon-là. Bon, c'est pas parce que au bout d'un moment elle a tenu un discours assez laudatif à mon égard, mais il faut reconnaître que c'est bien fait. Et ça me touche, d'autant plus qu'elle dit des choses dans lesquelles je me reconnais. Surtout ça. Voilà, et c'est vrai ce qu'elle a dit, c'est vrai, mon côté subversif, ça je ne le cache pas. Ouais. Voilà. Ça me touche beaucoup. Et, j'ai envie de lui dire merci. Merci, Frida NG. C'est pas fini. Après l'analyse, et vous le savez, qui dit analyse dit forcément les 5 questions tordues. Et c'est là où on aura un autre regard, un autre fanatique. Et on va repartir pour la première question. C'est toujours signé Frida NG. On écoute. Première question, si tu es prêt. Voici une liste des écrivains africains qui ont marqué l'histoire. Soni Laboutansi, Amadou Kourouma, Assia Debar. Lequel des 3 choisirais-tu et pourquoi? Alors, c'est pas pour faire dans le patriotisme, mais je prendrais Soni Laboutansi parce que c'est un mec, un monsieur, un homme qui reste contemporain, et dont l'œuvre reste dans l'air du temps. Et dont l'œuvre n'enrhume pas les gens, n'enrhume pas les lecteurs. On est toujours friand
de ce qu'il a produit, de toute son œuvre en fait. Et c'est un grand monsieur qui maîtrisait très bien les règles de la grammaire, de la syntaxe et tout, et qui par cette maîtrise-là réussissait à tordre justement la langue, à manipuler la langue comme il le voulait bien. Et ça, pour moi, c'est la preuve d'un grand génie. Et aussi parce qu'il savait aborder les choses avec beaucoup d'humour, avec beaucoup de distance. Il savait s'en prendre à un système sans pour autant offusquer ce système-là. C'est un mec qui... Je dis mec parce que c'est... Je comprends. En fait, je ne veux pas l'éloigner de moi. Je veux vraiment... parce qu'il y a un regard d'amitié entre lui et moi. Il y a aussi l'aînesse qui est là, oui. Il est plus grand que moi, oui. Mais il y a surtout un regard d'amitié grâce à sa plume, grâce à son talent, grâce à son génie. Et donc, je choisirais Sony Boutancy. Deuxième question. On dit souvent que les mots sont un remède pour l'âme. S'il t'arrivait de dire des mots d'amour à une femme, quel écrivain t'inspirerait pour le faire? Alors, bon, déjà, je prendrais Chikaya Utamsi, parce que c'est un grand poète. Et je pense que je le prendrais lui. Mais il y a aussi un autre qui est très fort, et c'est Emeraude Kuka. En tout cas, lui... Emeraude Kuka. Ah oui, donc je pense que je prendrais les deux. Emeraude Kuka et le premier, c'est Chikaya Utamsi. Utamsi et Emeraude Kuka. Emeraude Kuka. Bon, d'accord. Troisième. C'est un écrivain congolais très célèbre qui a dit cette phrase. Les êtres humains s'ennuient tellement qu'il leur faut des romans pour s'inventer d'autres vies. De qui s'agit-il? Alors, j'ai droit à combien d'échecs? Ce qui est vrai, alors je vais vous dire que je n'ai même pas pris le soin de demander c'était vraiment qui, je ne sais pas. Donc je ne saurais... que... J'ai presque envie d'avoir la réponse, mais je doute. Mon petit doigt me dit qu'il s'agit du doyen Alain. Alain, certainement. Oui, j'en ai aussi ce sentiment-là. Très célèbre. Ouais, parce que cette dérision. Après, il n'y a pas que lui, hein, et puis il y a Henri Lopez aussi. Qui... Ouais, très célèbre, mais il faut parler, il faut reconnaître qu'en termes de célébrité, Alain, comme j'aime à le dire, oui, il y a des écrivains de renom, des écrivains congolais de renom, comme Emmanuel Dongala, Sony Boutancy, et puis Henri Lopez. Henri Lopez, et oui, il n'y a pas que. Il y a aussi Titiélé et Tivela qui, comme j'aime à le dire, qui ont tracé une piste vers un rêve. Et ça a été une piste. Mais le grand Alain, à lui seul, il a creusé un boulevard. Et ça, il faudrait le reconnaître. Et donc, quand elle insiste sur très célèbre, j'ai envie de miser aussi sur Alain. Et après, si ce n'est pas Alain, c'est pas grave. Ce n'est pas grave, on a ce droit-là. On n'ira pas en prison pour ça. Et je sais pas, j'ai bien envie de... On va les chercher dans le public aussi. Ok. Tu en penses quoi, Alain? Certainement. Non, aucune idée. Bon, d'accord, on va se le permettre. Mais je pense aussi, comme toi, que c'est Alain. Moi-même, je réfléchissais, je me disais, mais si c'était pas Alain. La suite. Frida va nous mettre dans des trucs, mais pas possible. Oui, c'est magnifique. Plus secrète mémoire des hommes est ce roman qui a valu le prix Goncourt à Mohamed Bougassar, auteur sénégalais, que je suppose que tu connais. Cite au moins une phrase qu'il a dit lors de ses nombreuses interviews. Cite au moins une phrase qu'il a dit lors de ses nombreuses interviews. Alors, il y a une phrase de lui qui me plaît beaucoup quand il dit qu'il habite le pays de la littérature. Ça, j'ai trouvé très profond. Il habite le pays de la littérature. Voilà. Bon, je suppose que Frida, en écrivant ou en rédigeant cette question, s'est dit « je l'aurai ici ». Et Frida, tu es mal barrée parce que tu n'as eu nulle part. On va aller pour la dernière question. Ça donne quoi? Dernière et cinquième question. Entre 72, titre de ton roman, et 92, année de ta naissance, on remarque qu'il y a répétition du chiffre 2.
Qu'est-ce que cela t'évoque? Bah, tout simplement ma position à moi. Je suis le deuxième fils de ma mère. Deuxième fils de ta mère. Ah oui, ouais, ça je n'y avais pas pensé, hein. Pas pensé. Non, mais après, le chiffre 2 ici représente beaucoup de choses. J'aime à dire que c'est le singulier du pluriel, ou aussi c'est que le chiffre 2 représente la possibilité de... En fait, c'est le premier pas vers la perfection, parce que le 1, c'est le premier essai qui généralement est raté, et le 2, c'est justement le premier pas vers la perfection. Voilà, c'est ce qui mène vers la perfection. Ce qui mène à la perfection. Nous y sommes presque. Allez, presque. Et Frida, je pense, avait quelque chose à rajouter. Ça dit quoi? Voilà, c'est la fin de ma série de questions tordues. J'espère que tu as aimé l'épreuve et je te souhaite une bonne continuation pour la suite de ton aventure. Merci Frida, et je te souhaite aussi de mener la belle vie à Chypre. Ah oui, c'est surtout ça. Mène une belle vie à Chypre et continue d'être des nôtres à nous envoyer autant d'analyses et de questions tordues. En raffole, c'était cette épreuve, voilà, que nous faisons passer à tous nos amis ici, sinon quasiment tous nos amis. Ceux-là qui foulent le sol de By Night se heurtent aux 5 questions tordues de Frida NG et puis à son analyse. C'est un moment que nous souhaitons, en fait, c'est vraiment ici où nous nous amusons, que nous démontrons combien nous défendons cet idéal d'une jeunesse responsable. Nous arrivons à dire les choses avec dextérité, disait un jeune, avec autant de manières aussi, mais avec, j'aime le dire, avec la vérité. Voilà. Nous disons les choses telles qu'elles nous viennent, telles que nous sommes, sans pourtant les dénaturer. Et c'est magnifique. Fan? Et effectivement, parce que nous avons aussi ce que moi je qualifierais de responsabilité de génération. Parce que oui, on accuse nos aînés, on leur reproche pas mal de choses, mais il ne faudrait pas que nous commettions les mêmes erreurs. Donc au bout d'un moment, pour les plus jeunes, nous devons être un exemple, aussi bien de courage que d'espoir en fait. J'ai parlé de tout sauf de cette maison qui... depuis un moment, t'héberge, t'accompagne. C'est JC Lattès, politesse oblige, que tu nous parles de JC Lattès en 1 minute. Alors, bon, déjà, c'est une maison d'édition qui est là, qui existe très depuis très longtemps, bien avant ma naissance. C'est une maison d'édition qui a produit de grands auteurs. Et même notre président a été publié dans chez Lattès. Voilà, chez Lattès. Et c'est une maison d'édition où, en tout cas, on y trouve une équipe très conviviale, avec beaucoup d'amour. Et j'aimerais aussi préciser quelque chose, donc parler aussi de ce prix-là. Rappeler que ce prix a été initié par les éditions Jean-Claude Lattès, où on trouve une merveilleuse équipe, donc que ce soit mon éditrice, mon attaché de presse ou le responsable des relations libraires, voilà, donc ils sont tous magnifiques, formidables. Donc par cette maison d'édition et aussi par RFI, et pas que, il y a aussi la Cité internationale des arts. Voilà, donc ce sont ces 3 institutions-là qui, dans commun accord, ont créé ce prix. Et la Cité internationale des arts, c'est un centre de résidence où j'ai passé d'ailleurs 2 mois, donc ça se trouve à Paris, précisément dans le Marais. Voilà. Et donc j'y ai passé 2 mois de résidence, et c'est un grand centre comme aime à le dire la directrice, c'est le plus grand centre de résidence au monde. Et j'ai eu la chance donc de côtoyer des gens, beaucoup d'artistes là-bas, et tous formidables, tous sympas, et aussi avec une administration qui est très ouverte, qui est polie, et une directrice qui est très humaine, magnifique. Et je ne pouvais pas conclure cette émission sans pour autant dire merci à toutes ces institutions-là et à toutes ces équipes avec qui j'ai travaillé et qui se sont arrangées pour que je me sente à l'aise loin de chez moi. Manu Dibango disait qu'on ne prévoit pas faire un tube ou un hit. On n'entre pas en studio pour dire ce son, il va cartonner. Et un peu comme toi, aujourd'hui, CAP 72 est prix RFI Voix d'Afrique. Comment tu te sens? Est-ce que là, c'est le nouveau départ vers une nouvelle direction, mais toujours artistiquement littéraire? Il faut surtout dire que je ressens le poids
parce que là, je bénéficie d'une exposition médiatique et donc je ressens le poids d'un certain devoir qui consiste à bien me comporter. Tout à fait. C'est obligé. Voilà, à ne plus mentir. Non, mais pour être sérieux, c'est énorme parce que tout de suite, ça récompense mes efforts. Et ça m'encourage à en fournir encore plus. Et donc, j'invite les prochains à fournir beaucoup de travail, en tout cas à ne pas se laisser aller à la facilité, qui est différente de la simplicité, ça je précise bien. La simplicité, elle est bien, mais la facilité, elle est mauvaise. Donc, il faut toujours travailler, avoir une certaine exigence, et c'est ce qu'incarne ce prix-là. Après Yangues Waye, prix RFI Découverte, By Night a ce bonheur de recevoir, sinon reçu, le prix Voix d'Afrique, qui n'est autre que Fan Atiki. Madame, Messieurs, c'est déjà la fin de ce By Night hautement littéraire. Voilà, nous en avons eu le temps d'aller prendre un verre que nous n'avons même pas fini, je vous le dis, voilà, dans la cave 72. Comme c'est magnifique d'être à côté de cet homme, je vous le dis. Et ce n'est ni le premier ni le dernier rendez-vous. Je sais qu'il y en aura avant que l'homme ne s'envole finalement pour le pays de l'hiver et du printemps. Nous aurons le temps de nous entretenir encore une fois, évoquer ce qui s'est dit autrement dans la cave 72. Et ça, c'est certainement dans un autre cadre qui ne sera peut-être pas ce studio. Merci à messieurs que j'aime bien, Ange Pémo. Merci aussi à toute cette équipe qui fait à ce que nous puissions, que vous puissiez nous suivre, parce que ce numéro spécial est tourné à une heure qui n'est pas l'heure habituelle, je vous le dis. Merci à Daddy Claude, à Saint-Renaud Viber, à Ekibi Sympathique. Merci à vous, madame, messieurs. By Night, c'en est terminé. Prenez soin de vous, car chaque jour est une vie. C'est l'alarme, vous avez tout compris. Au revoir.